Personne ne semble s'en préoccuper à New York, mais à l'hôpital où John agonise, un prêtre vient de lui administrer les derniers sacrements. Si les médecins ne se trompent pas, il mourra dans quelques instants. Il ne sera jamais président des États-Unis et personne ne l'assassinera à Dallas 9 ans plus tard. Que savent-ils alors, les Américains, ce 24 octobre 1954, de ce grand type à la chevelure indisciplinée, dont les yeux gris-vert mangent le visage? Que savent-ils de ce millionnaire désinvolte et séducteur, sinon qu'il a épousé une femme ravissante et qu'il est devenu en un clin d'œil le plus glamour de leurs politiciens? Sur les Kennedy, décidément, les Américains se sont toujours contentés de quelques clichés. De tous, Jackie sera peut-être la seule à n'avoir jamais été dupe. I've often noticed the artichoke. Oh, well, you're very kind, and I just wish I could be in Voyager everyone. avec mon mari, c'est la seule façon où je peux le voir. Lorsqu'on demandait à Jackie quel était le plus beau jour de sa vie, elle ne répondait jamais que c'était le jour où John avait été élu président. Le plus beau jour de sa vie, c'était celui où elle était devenue mère pour la première fois. Ce jour de septembre 1963, elle fêtait son 10e anniversaire de mariage. Caroline avait 6 ans et John presque 3. Alors même qu'adolescente, elle proclamait ne pas vouloir finir femme d'intérieur, rien ne lui plaisait tant que de donner à ses enfants le reflet d'une famille normale, entourée d'amis. Et l'Amérique, regardant les images de simplicité et de bonheur que lui renvoyait ce couple familier, s'imaginait que c'était pour elle que Jackie se laissait ainsi filmer. Dans ces moments-là, John lui semblait aussi attendrissant qu'à leur première rencontre. Car curieusement, ce n'était pas son avenir prometteur qui l'avait attiré chez lui, mais sa fragilité. Lorsque Jackie s'envola pour Washington assister à l'investiture de son mari, elle n'avait pas changé le regard qu'elle portait sur lui, depuis ce mois de mai 1951, où ils firent connaissance chez un ami commun. Elle continuait de trouver qu'il émanait de lui quelque chose que les autres ne voyaient pas, et qui réveillait en elle son instinct protecteur. L'Amérique se félicitait d'avoir élu un président si jeune et si vaillant, mais Jackie ne partageait pas cette euphorie. Elle savait John vulnérable. Il souffrait quotidiennement, parfois jusqu'au martyre. Sa colonne vertébrale se disloquait, ses jambes l'abandonnaient, la maladie d'Addison affaiblissait son système immunitaire et mettait sa vie en danger. Même ce jour-là, aux fêtes des honneurs, elle ne pouvait s'empêcher de le voir comme un petit garçon. C'étaient ses propres termes. Un petit garçon tellement souvent malade, lisant et relisant dans son lit l'histoire des chevaliers de la table ronde. Elle en avait la certitude. Tout au long de sa présidence, il allait souffrir et elle allait se taire. Sur sa santé, sur ses douleurs, sur ses médicaments dont elle gérerait les prises, sur ses angoisses de président chétif. Qui le savait alors aussi clairement qu'elle? Cet homme qui accédait au pouvoir suprême était en fait un malade à demi perclus. Washington, Jackie l'avait visité très jeune pendant la guerre avec sa sœur Lee. Toutes deux accompagnaient leur mère, Janet, qui cherchait un mari par petites annonces,
après s'être séparés de leur père. Jackie avait trouvé la National Gallery admirable et la Maison Blanche du président Roosevelt sinistre. Son goût prononcé pour l'art et la culture, ce n'était pas son père, fêtard et don Juan, qui le lui avait transmis. John Vernon Bouvier portait beau, mais pensait peu. Jackie se débrouilla seul, en pension, délaissé par une mère aussi peu instruite que mondaine, pour qui le seul but que devait se fixer une femme dans la vie était de capter l'attention d'un homme et de le garder. Ce que sa fille, pensait-elle, n'arriverait jamais à faire. Mais elle ne renia pas pour autant son histoire familiale. Et fière de ses lointaines origines françaises, elle vécut l'année 1951 à Paris pour y poursuivre ses études à la Sorbonne. De retour aux États-Unis, elle devint reporter à Washington et photographia les hommes politiques du moment, parmi lesquels un jeune représentant du Massachusetts, John Kennedy. Elle n'avait pas encore 22 ans, il allait en avoir 34. C'était le fils d'un puissant homme d'affaires, ancien ambassadeur à Londres. Démocrate, catholique, manifestement doué pour la politique, John répétait que son destin était ce que son père voulait qu'il soit. C'était surtout un célibataire à la vie dissolue, aussi convoité que libertin. Jackie le trouva émouvant. Comme elle, entre une mère distante et un père absent, il avait vécu une enfance solitaire et mélancolique. Son expérience de la maladie, expliqua-t-il à Jackie, l'avait rendu fataliste. Il pensait que la vie est aussi courte que douloureuse et qu'on ne doit jamais renoncer au plaisir quand il s'offre à vous. Étonnamment lucide, Jackie comprit qu'il ne renoncerait jamais, même s'il l'épousait, à la passion qu'il avait pour les femmes. Elle fit d'ailleurs une interprétation si clairvoyante de son mariage que beaucoup voulurent y voir un lapsus. En épousant John, avoua-t-elle, je savais que je connaîtrais la déception, le chagrin, mais je décidai que ce chagrin vaudrait la douleur. Oui, c'est ce que déclara Jackie. Non pas que le chagrin serait compensé par l'amour ou l'affection, mais qu'à ce chagrin prévisible correspondrait une douleur supplémentaire, et que c'était justement cette souffrance redoublée qui valait le coup d'épouser Kennedy. C'est peu dire qu'elle décida de s'unir à John en connaissance de cause. Tous les journaux du pays se firent l'écho de leur mariage à l'église Sainte Mary de Newport. Jackie arriva, parmi 3000 curieux, escortée par son beau-père, car son père, ivre-mort, gisait dans sa chambre d'hôtel, soigneusement tenu à l'écart du mariage par les efforts conjugués de tous les membres du clan maternel. Sa mère aurait souhaité une cérémonie plus intime, mais les Kennedy imposèrent une manifestation grandiose. À leurs yeux, ce mariage s'inscrivait dans la campagne politique qui devait lancer John sur la scène nationale. C'est son père, Joe, qui l'avait convaincu de se marier. Avec ce cynisme bien pensant dont les Kennedy étaient coutumiers, il avait affirmé à son fils que sa carrière politique exigeait désormais qu'il prenne une épouse. Il lui garantit que rien ne changerait pour autant, sinon l'apparence. Alors qu'elle embrassait tous ceux qui se pressaient vers elle pour la féliciter, elle aperçut une amie de la famille, dont elle n'ignorait pas la vie sentimentale troublée. Avec gêne, Jackie lui demanda comment une femme mariée supporte-t-elle un mari infidèle. Son interlocutrice accusa le coup puis répondit « J'ai toujours pensé qu'en fin de compte, c'était moi que mon mari aimait. » Jackie murmura « Merci », puis partit rejoindre son tout nouveau mari, qu'elle retrouva entouré de plusieurs jolies filles.
A-t-elle vu ces photographies de John prises par Jacques-Henri Lartigue sur la Côte d'Azur, 15 jours avant leur mariage? A-t-elle su sa liaison avec une jeune Suédoise à qui il avait promis le mariage, alors même qu'il venait de se fiancer avec Jackie? C'est là, dira-t-elle à ses proches, la façon dont certains hommes agissent, à commencer par mon père. Cette impudence de Gouja la blessa, mais elle ne l'étonna pas. Image trompeuse d'un couple paisible. Car à peine mariée et déjà trompée, elle est devenue une femme nerveuse, se rongeant les ongles, fumant cigarette sur cigarette. J'étais seule presque tous les week-ends, raconta-t-elle. Nous n'avions aucune vie de famille et la politique était devenue mon ennemi. À l'automne 1954, elle retrouva John pour elle seule. À la veille de l'opération qui devait lui éviter une quadriplégie permanente, il avait appris à Jackie un poème d'Alan Seeger. I have a rendezvous with death. Mais par chance, la mort, cette fois-là, se défaussa. Traumatisé par l'opération, invalide, il quitta l'hôpital de New York et la vie politique pour entamer une longue convalescence. Tandis qu'il repose, immobile et muet, parfois presque comateux, elle devient ses yeux, ses jambes, le rattachant au monde par mille et un fils, lui tenant la main, lui achetant des livres, lui lisant des journaux. Profitant de son oisiveté inattendue, elle lui fit découvrir ce qu'elle aimait le plus au monde, l'art et la culture. Elle lui apprend la peinture, comme Churchill, le modèle de John, et l'incite à écrire un ouvrage sur des hommes politiques d'exception. Sans que l'on sache tout ce qu'il devait au talent de Jackie, le livre obtint le prix Pulitzer. De retour à Washington, John affirma qu'il avait compris maintenant à quel point elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues jusque-là. Mais Jackie savait, elle, qu'en dépit de ses bonnes paroles, il n'avait pas le moindre désir de changer. How does it feel to be back, Senator? Well, it's a great pleasure. I've been away for 7 months, and I've been looking forward to getting back for a long time. Ayant abandonné toute ambition professionnelle, elle ne travaillait plus. John était programmé pour être président, sans forfanterie, avec juste ce qu'il faut d'amertume. Elle était prête à l'aider. Pourtant, à la différence des autres femmes du clan Kennedy, la politique ne l'intéressait pas. Un jour, John se plaignit à un ami. « Jackie est formidable dans sa vie privée, mais tu crois qu'elle vaudra un jour quelque chose dans la vie politique ?» Jackie se tourna vers cet ami et lui demanda posément « John est formidable dans la vie politique, mais tu crois qu'il vaudra un jour quelque chose dans sa vie privée ?» C'est vrai, on ne voyait pas souvent John auprès de leur petite fille, Caroline, qui était née à l'automne 1957. Même si, de temps en temps, il jouait le jeu du parfait père de famille, John Kennedy avait un destin à assumer. Des dizaines d'États à parcourir, des centaines de discours à prononcer, des milliers de mains à serrer. Mais qu'attendait donc Jackie du soutien régulier qu'elle apportait aux campagnes politiques de son mari? Quelle contrepartie, quelle reconnaissance de sa part? Sans doute aucune. Alors que John allait au-devant de la foule, elle restait souvent de marbre, dissimulée sous un voile de charmante insouciance. Énigmatique sourire de cette femme qui, depuis le premier jour où elle décida d'aimer Kennedy, sut qu'il resterait son débiteur. And
Les Américains pensaient de plus en plus que Kennedy se confondait avec leur avenir, surtout quand Jackie se trouvait à ses côtés. Lorsqu'elle était du voyage, constataient les conseillers de John, la foule assistait 2 fois plus nombreuse aux réunions électorales que s'il avait été seul. Jackie brisait le moule dans lequel l'Amérique, tout au long des années 40 et 50, avait fabriqué ses femmes idéales. À la blonde aux formes pleines, aux lèvres pulpeuses, succédait cette grande brune sans poitrine, dont l'intelligence et la culture étaient sans commune mesure avec celles des Américains moyens, mais dont le charme les touchait. Jackie fut prise pour modèle par des milliers d'admiratrices. Ses vêtements et sa coupe de cheveux constituaient un chef-d'œuvre de simplicité étudiée, remarqua le New York Times, et son influence sur les femmes devint presque indécente. Tous les deux ensemble étaient beaux comme aucun autre couple politique ne l'était. Mais cette complicité médiatique ne les rapprochait pas pour autant. Plus l'élection présidentielle approchait, plus John avait peur que l'élégance toute française de Jackie ne le coupe de ses électeurs. Il lui demanda finalement de s'effacer et fit campagne seul, en célibataire. Ce n'était pas encore l'heure de Jackie. Pas encore l'heure où elle serait indispensable au président pour flatter l'orgueil des foules, séduire un chef d'État en visite, apaiser les tensions d'un sommet. How does it feel to be the wife of a candidate? I suppose it depends on the candidate, but I enjoy being married to John Kennedy very much. Do you feel you have a role in helping your husband in this campaign? I think every wife has a role, which is to help her husband in whatever he wants to do, and to make life easy for him. Jusqu'à son mariage, Jackie n'avait jamais pénétré à l'intérieur d'un isoloir. Ce n'est qu'en novembre 1960, quand John sera élu président des États-Unis, qu'elle votera pour la première fois. Comme un journaliste voulut savoir de quel parti elle se sentait la plus proche, « Je suppose que je suis démocrate à présent », répondit-elle pince sans rire, en montrant la couverture d'un magazine où posait Kennedy. C'est à Paris, au premier printemps de la présidence, que sonna enfin l'heure de Jackie. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait exister à part entière, non plus derrière, mais à côté de John. La France, c'était son histoire, sa culture, pour tout dire son affaire. Oui, c'est à Paris que Jackie comprit qu'elle pouvait s'égaler à Madame Récamier, qui personnifiait tout ce qu'elle admirait depuis son adolescence, le savoir, le bon goût, l'art de la discussion, de recevoir, de faire salon. Ce voyage officiel en France lui donnait raison. Contrairement à ce que sa mère ne cessait de lui répéter, une femme pouvait exister indépendamment de son mari, par son esprit, par son charisme propre, en ne renonçant pas sur le chemin de son désir. Les premiers mois de John à la Maison-Blanche avaient souffert du débarquement raté à Cuba. Jackie avait été meurtrie de l'échec de son mari. À son retour de France, elle se fixa un but, redonner du lustre et du crédit à la présidence, en métamorphosant la Maison-Blanche, en faisant de ce qu'elle considérait comme l'endroit le plus horrible au monde, le siège grandiose de l'exécutif américain. S'inspirant du palais de Versailles, elle changea la décoration, restaura les meubles, choisit elle-même les objets d'art et les tableaux de chaque pièce. Renoir, Cézanne, Matisse. Et puis elle infléchit le style des réceptions officielles. À chaque chef d'État, sa décoration. George Washington pour l'un, Abraham Lincoln pour l'autre. La Maison-Blanche devait devenir le symbole de la puissance de John. Et John, le plus raffiné des chefs d'État.
Elle regrettait que des milliards de dollars soient dépensés par le Pentagone, mais qu'il n'y ait pas de véritable politique artistique. Peut-être se pensait-elle alors comme un ministre officieux de la culture. Fidèle à l'idéal de Madame Récamier, elle organisait dans son salon des manifestations artistiques, des ballets, des concerts. Et elle y entraînait son mari parfois réticent, lui faisant un signe discret de la main pour qu'il sache à quel moment applaudir. Les invités avaient pour nom Balanchine, Isaac Stern, Igor Stravinsky, Rostropovitch, mais aussi bien Leonard Bernstein ou Pablo Casals. On fit jouer Shakespeare, on projeta Truffaut, Resnais, Fellini. Sans mesurer l'extravagance de ses propos, Jackie expliqua que les Américains, en admirant la nouvelle Maison-Blanche, devaient avoir le sentiment que c'était la France dont John était le président. Newport, 29 septembre 1961. Quand ses conseillers lui faisaient remarquer qu'il s'était peut-être absenté trop longtemps, John revenait voir Jackie, comme pour vérifier qu'elle trouvait toujours dans les joies de la maternité une occupation à temps plein, capable de lui faire oublier l'inconstance de son mari. Elle ne se leurrait pas sur les vertus de ce service minimum. D'ailleurs, même lorsque John était là, elle le trouvait absent. Souvent le dimanche, la foule le guettait lorsqu'il se rendait à l'église. Elle ne soupçonnait pas encore ses adultères, mais elle était curieuse de savoir s'il allait communier, s'il avait quelque chose à se faire pardonner. Jackie appréhendait les révélations sur leur vie privée, entrevoyant derrière chaque témoin un voyeur, derrière chaque observateur une biographie indiscrète ou un article à scandale. Comme pour prouver qu'il n'y avait rien à cacher, un caméraman fut chargé de filmer les moindres faits et gestes du président. Ils seront bientôt 3, à tour de rôle, à le suivre en permanence. Les archives de la Maison-Blanche. Regardez ces images. Grâce à elles, on sait à quoi ressemble un président américain qui va tromper sa femme 1 heure plus tard. Car 1 heure plus tard, ce jour-là, John repartit seul pour Washington où il avait rendez-vous avec Mary Meyer, l'une de ses plus longues liaisons, qui mourra 1 année après lui dans un crime prétendument crapuleux. Entre octobre 1961 et août 1963, les registres de la Maison-Blanche révéleront 15 visites de Mary Meyer, dont 14 lorsque Jackie était absente. Mary Meyer n'était pas la seule des visiteuses du président, et Jackie n'ignorait rien de leur existence. Mais elle traitait tout cela par le mépris. Elle ne voulait pas en dire mot, pas davantage en entendre parler. Plus d'une fois, les services secrets allèrent jusqu'à rabattre des prostituées, comme ici, en novembre 1961, lors d'un déplacement à Los Angeles. Car John ne pouvait pas imaginer terminer la soirée seul. Seul, comme Jackie l'était le plus souvent. La nuit, le jour, avec comme compagnons d'infortune des agents des services secrets. Jackie n'en continuait pas moins d'aider John à étoffer son personnage. Depuis leur voyage à Paris, elle était le supplément d'âme de tous ses déplacements officiels. Le président, manifestement fier d'avoir épousé une femme chic et polyglotte, la laissait charmer les foules et leurs dirigeants. Et elle, sans doute heureuse d'occuper une place qu'aucune des maîtresses de John ne pouvait lui ravir, assumait à merveille ce rôle d'ambassadrice. The Allegro.
haber podido acompañar mi marido a Venezuela. Jackie savait que personne ne pourrait lui contester son statut. Et ce privilège inaliénable lui donnait le sentiment de n'être jamais totalement humilié par les trahisons conjugales de John. C'est à leur retour d'Amérique du Sud, peu avant Noël, que Joe Kennedy, le père de John, fut victime d'une attaque. Celui qui avait répété à ses enfants « Ne soyez jamais les seconds, cela ne compte pas, gagnez », se retrouvait maintenant au bout du chemin. Avec lui allait disparaître le seul membre de la famille Kennedy qui comprenait Jackie. Lui qui avait si souvent réglé les factures de ses robes pour que John n'en reproche pas le montant trop élevé à sa femme. Jackie et sa garde-robe. Mon objectif est de l'habiller comme une reine, affirmait Cassini. Et preuve que l'opération avait réussi, le magazine Look qualifia les Kennedy de nouvelle famille royale américaine. En privé, elle était décontractée, nonchalante. Elle enfilait un pull, un pantalon. Mais en public, c'était une toute autre histoire. L'histoire d'une femme qui achetait compulsivement des robes, dissimulant sans cesse un corps qu'elle n'aimait pas, ne supportant pas davantage ses mains, qu'elle recouvrait de gants parce qu'elles étaient trop grandes, ou que plusieurs de ses doigts étaient tachés par le tabac. Personne ne réussit avec autant de talent à associer l'élégance et le camouflage. À Noël 1961, Jackie fut élue par la presse femme de l'année. Consciente du mythe qu'elle avait contribué à créer de toutes pièces et de sa propre place dans la légende des Kennedy, le 13 février 1962, pour CBS, elle fit visiter sa Maison Blanche. Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us visit your official home. This is obviously the room from which much of your work on it is directed. Yes, it's attic and cellar all in one. Well, it's the room that people see first when they come to the White House. Everyone who comes to a state dinner here comes through it and leaves by it. So I think it should be a pretty room. This is your duties as an official hostess. Do you serve many John, meals Jackie here? et quelques intimes regardèrent l'émission dans le petit salon de la Maison Blanche. I loved living in this room. It's on the sunny side of the house, and one of Andrew Jackson's magnolia trees is right outside the window. The most famous furniture is the Lincoln bed. Every president seemed to love it. Même s'il continuait de la tromper sans relâche, l'admiration que John portait à Jackie n'avait cessé de croître. Il finissait par être surpris d'avoir été choisi par une femme aussi intelligente, aussi littéraire, aussi profonde. Pourquoi une telle femme s'était-elle attachée à lui? On ne comprend rien au couple qu'ils formaient ensemble si on s'imagine que des deux, c'était elle qui se sous-estimait. Bien plutôt était-ce John qui manquait de vanité et Jackie qui l'incitait à se prendre au sérieux. Et c'est peut-être cela, justement, qu'elle préférait en lui. Son absence totale d'infatuation et la conscience douloureuse qu'il avait de ses limites. Au printemps, Jackie partit seule en Inde et au Pakistan. Elle fit une halte à Rome pour rencontrer Jean XXIII et expier, peut-être, par on ne sait quelle pénitence, les péchés de John. John avait envoyé sa femme en mission. Il s'agissait pour elle d'atténuer les dissensions entre Nehru et les États-Unis. Elle avait acquis progressivement un sens politique acéré et le président attachait une grande importance à ses jugements. Sur les droits de l'homme, sur le Vietnam, où sa connaissance du français était précieuse, mais aussi bien sur la cuisine électorale qui l'amusait. Parce qu'à la différence de tous ceux qui entouraient le président, aucune ambition personnelle ne la dévorait. Elle gardait un esprit critique impitoyable.
Pendant que Jackie visitait le Taj Mahal, John Edgar Hoover, le maniaque directeur du FBI, mit John en garde. Ses multiples conquêtes amoureuses mettaient la présidence en danger. Ce 22 mars 1962, Hoover l'obligea à rompre avec Judith Campbell en raison des liens qu'elle entretenait avec la mafia. L'hôtel Carlyle à New York. C'est là, dans sa garçonnière, qu'il reçoit Starlet, journaliste de la presse féminine, amie de Jackie et prostituée. C'est là bientôt qu'il recevra Marilyn Monroe, rencontrée pour la première fois pendant le voyage de Jackie en Inde. Jackie n'avait pas tort de se comparer aux héroïnes de Corneille, à ces femmes qu'elle admirait pour avoir été capables d'affronter le pire sans faiblir. Elle avait pris la mesure de la place qu'elle occupait dans l'histoire. Elle avait tout à la fois une destinée et une mission. Le reste, elle essayait de toutes ses forces de n'y point penser. No, I really haven't. Too busy day to day to think very far ahead. En l'absence de Jackie, John prit une initiative qu'il savait risquer. Il entrouvrit le rideau qui protégeait ses enfants des convoitises de la presse et convia un photographe à la Maison-Blanche. C'était une transgression qui allait à l'encontre des souhaits de leur mère. Jackie veillait jalousement sur leur intimité et elle s'indigna devant le peu de cas que faisait John de ses préventions. Étrange logique que celle de Kennedy. Indélicat avec sa femme, négligent avec ses enfants, imprudent avec ses maîtresses et cependant frileux avec ses électeurs. Jackie rentra par Londres et retrouva John. Elle savait qu'il n'avait pas une fois passé une soirée seule. Ses appels téléphoniques de Bombay, Delhi ou Lahore avaient toujours retenti dans le vide. Sans doute, leur présence à l'office dominical de Palm Beach fut-elle salutaire. Ils apurèrent leur compte et en donnèrent quitus à l'opinion publique. Ils partageaient l'un et l'autre le même amour pour la mer. « Je vais toujours à Yannisport pour reprendre des forces, disait John, pour mesurer le pouvoir de la mer. Je reviens toujours ici marcher sur la plage lorsque je suis confronté à des décisions difficiles. C'est le seul endroit où je peux réfléchir et être seul. » Enfant, Jackie arpentait durant des heures les plages de Long Island et elle était tombée elle aussi amoureuse d'Yannisport. Quelques mois après l'assassinat de John, elle demandera à voir les images prises par les caméramans de la Maison-Blanche pendant les 3 années de la présidence. Elle fera le tri dans chaque film, éliminant les scènes trop personnelles. Mais elle gardera celle-là, qui montrait son couple tel qu'elle voulait qu'on s'en souvienne. Jackie savait qu'il lui faudrait, jusqu'à la fin de sa vie, protéger les siens. Ces images en mer, si calmes, si paisibles, si familiales, qu'on les dirait tourner sur une autre planète que celle des Kennedy, étaient sans doute pour Jackie la meilleure des protections possibles. Le 29 mai 1962, John a 45 ans. À la différence de sa mère, Jackie ne chercha jamais à dresser ses enfants contre leur père. Elle s'efforça même de préserver leur estime à son égard. En privé, cependant, elle faisait preuve d'une ironie autrement plus cinglante que l'humour primaire des Kennedy. Un jour qu'ils parlaient ensemble de ce que John pourrait faire à la fin de son mandat, elle lui suggéra de prendre la direction d'un pensionnat de jeunes filles.
Une autre fois, trouvant dans sa chambre un soutien-gorge qui ne lui appartenait pas, elle le brandit sous ses yeux en s'étonnant avec une naïveté feinte qu'il ne soit pas à sa taille. À plusieurs occasions encore, elle s'amusa à utiliser devant des tiers le surnom de lapin qu'elle avait donné à John, Bunny, allusion non masquée à son appétit sexuel. Le 4 août 1962, Marilyn Monroe se donna la mort. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed, under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous C'est une étoile qui career as a comic continuera star. longtemps à briller au-dessus de nous, déclara Jackie. Contrairement à la légende, John ne l'avait rencontrée que 2 ou 3 fois. Peut-être est-ce en Italie que Jackie décida, une fois pour toutes, d'accepter l'évidence, en s'avouant à elle-même que la femme du président des États-Unis jouissait de quelques avantages. Quelle vie avouera-t-elle à une amie? Quelles incroyables opportunités! Les figures historiques que tu rencontres, ce témoin de l'histoire que tu deviens, les endroits que tu n'aurais jamais pu voir et qu'aujourd'hui tu as tout le loisir de contempler. Dolce Vita. Jackie fuyait donc la Maison Blanche attirée par la vie excitante et mondaine que menait sa sœur Lee. Elle a 33 ans. Regardez-la, épanouie, rayonnante. Sans ce regard de bête traquée qu'elle jetait si souvent à ses gardes du corps quand la foule des meetings se rapprochait d'elle et lui faisait peur. On avait dit de John que son dégoût du mariage était moins fort que son besoin politique d'une épouse. Jackie, elle aussi, trouvait son compte. À John, le mariage avait apporté la respectabilité. À Jackie, il avait apporté la sécurité et l'aisance. Mais leurs petits arrangements choquaient l'opinion et menaçaient la présidence. La rumeur allait bon train. Faisant face au ragot de la presse, John demanda à sa sœur de l'accompagner à la messe. Les ligues féminines se déchaînèrent, condamnant non pas John pour son infidélité, mais Jackie pour sa trop longue absence. Un journaliste commença son intervention par ces mots : « Bonjour, Madame Kennedy, où que vous soyez dans le monde. » Photographe agressif, une de journaux mensongères. Sait-elle que cette vie sera bientôt la sienne et qu'il lui faudra en payer le prix ? Jackie et John se retrouvèrent comme si de rien n'était, se contentant de prendre cette attitude à la fois digne et détendue qu'ils avaient rôdée depuis des années. L'Amérique du début des années 60 n'en demandait pas plus. Tous deux lui étaient redevables d'un minimum de semblant. Les détails de leur vie intime, ils pouvaient les emporter dans la tombe. La santé de John ne s'améliorait pas. Il marchait avec difficulté, le visage crispé par la douleur, la nuque raide, dopé par les amphétamines et fatigué par les antidouleurs, les antispasmodiques et les antibiotiques. Fatiguée, dépressive, en proie elle-même à ses démons intérieurs, Jackie suivait John de loin en loin, l'abandonnant le plus souvent possible, même lorsqu'elle était à Washington. À de nombreuses reprises, elle fut absente à des cérémonies officielles où elle était conviée, laissant à l'occasion sa mère jouer les premières dames de remplacement. Jamais aucune femme de président n'avait agi ainsi. À l'automne 1962, les États-Unis et l'URSS se déchirent pour Cuba. Une attaque nucléaire surprise sur Washington devient possible. John fait revenir auprès de lui ses enfants et sa femme. Il demande à Jackie de se rendre à proximité de l'abri antinucléaire destiné à la famille du président, mais elle refuse de le quitter.
Pendant quelque temps, face à la menace, comme si la tension du monde les réveillait d'on ne sait quelle torpeur, leur couple se ressoude. Lorsque les soviétiques reculent, John veut partager son succès avec sa femme. Elle a été à la peine, il veut la mettre à l'honneur. Jackie apprendra plus tard que dans l'abri où son mari souhaitait qu'elle se réfugie avec ses enfants, il avait également envisagé que sa maîtresse, Marie Meyer, prenne place. Révélation à peine voilée, menaces de scandale, querelles domestiques pour une robe trop chère, le couple se déchire et leurs amis boudent les dîners privés de la Maison-Blanche. Jackie s'échappe de Washington pour une escapade d'une semaine à New York. Que se dirent-ils ce soir-là en aparté? Quelle justification, quelles explications lui demanda-t-elle une fois de plus, avant que, décontracté, il ne lui envoie au visage la fumée de sa cigarette? « 8 janvier 1963. La dernière année de la vie de John Kennedy et la dernière initiative de sa femme, la visite de Mona Lisa aux États-Unis. En acceptant de prêter le plus célèbre tableau du monde à la National Gallery, André Malraux précisa que c'était en hommage non au peuple américain, mais à sa première dame. Comme si Jackie voulait imposer, une dernière fois, la France à l'Amérique. Comme si l'étrange sourire de la Joconde symbolisait l'ambivalence de ses propres sentiments. Comme si elle prenait à témoin cette figure emblématique de la féminité. Comme si elle lui demandait de constater la dégradation de sa propre vie depuis sa visite à Paris. Mr. Minister, we in the United States are grateful for this loan from the leading artistic power in the world, France. Et les Américains, sagement, défilèrent en nombre. C'était le printemps. Jackie attendit le dernier moment avant d'annoncer qu'elle était enceinte pour la 3e fois. Quelques années plus tôt, elle avait fait une hémorragie et perdu l'enfant qu'elle portait. Souvenir horrible à plus d'un titre. Lorsqu'elle sortit de l'anesthésie, c'est Bobby, son beau-frère, qui lui annonça que son bébé était mort. John, à des milliers de kilomètres de là, ne se manifesta que 2 jours plus tard par un coup de téléphone, sans même juger nécessaire de rentrer sur le champ. Ce qui est arrivé, se contenta-t-il de dire. Un week-end à Camp David. Jackie prend désormais prétexte de sa grossesse pour ne plus assurer de manifestations officielles. Aucun moment de notre vie ne se ressemble, dira-t-elle plus tard. Le bien, le mal, la joie, la tragédie, l'amour et le bonheur sont entremêlés dans le tout indescriptible et unique que l'on appelle la vie. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et j'ai eu aussi de nombreux moments de bonheur. Alors je suis parvenu à une conclusion simple. Nous ne devons pas trop en demander à l'existence. Songe-t-elle à ce qu'elle dira après la mort de Narcisse, son futur mari? J'ai toujours vécu à travers les hommes. « 2 août 1963, Jackie accueille John qui vient passer quelques jours de vacances. Cette fois-là encore, victoire rétrospective de son père sur sa mère, ses enfants furent les rois. Sa mère avait toujours imposé à Jackie retenue et froideur. Il y avait toujours une façon correcte de s'habiller, de marcher, de parler, y compris pendant les périodes de détente. Mais quand Jackie et Lee rendaient visite à leur père,
Rien n'était plus interdit. Elle pouvait aussi bien chahuter à la maison que courir dans Central Park ou manger des glaces sur la 5e avenue. Jackie se rappelait souvent combien elle pleurait quand elle rentrait chez sa mère après un week-end de liberté chez son père. Alors qu'il était en pleine réunion à la Maison-Blanche, John apprend par téléphone que Jackie s'est évanouie de douleur et qu'elle a été transportée d'urgence à la base aérienne d'Otis. Le temps qu'il y parvienne en début d'après-midi, le bébé était né, prématuré de 6 semaines, et ses difficultés respiratoires étaient telles que l'aumônier n'attendit pas pour le baptiser. Le président, livide, découvrit son fils auquel il donna le prénom de Patrick. Il l'accompagna à l'hôpital pour enfants de Boston, puis John repartit voir Jackie à Otis. L'Amérique, informée en temps réel du drame qui se jouait, se retrouva suspendue aux allers et retours de ce père désemparé. À 2h du matin, alors qu'il tentait de trouver le sommeil à l'hôpital où il avait décidé de passer la nuit, on l'appela au chevet du bébé. 2 heures plus tard, Patrick Bouvier-Kennedy mourut. Et pour la première fois, de mémoire de tous ceux qu'il connaissait, John s'assit et éclata en sanglots. Jackie hospitalisée, John se retrouva seul avec Caroline et John. Il répondit à leurs questions, apaisa leur peur, conjura leur angoisse, et dès que les médecins autorisèrent les visites, il les emmena voir leur mère. Trop affaiblie pour s'y rendre, elle n'assista ni au service funèbre, ni à l'enterrement de son enfant. Le cardinal Cushing confia peu de temps après la cérémonie que John ne pouvait se résoudre à lâcher le petit cercueil. J'avais peur qu'il ne l'emporte avec lui. Jackie sortit de l'hôpital quelques jours plus tard, soutenue par son mari. Tous les proches des Kennedy apportent le même témoignage. Durant les semaines qui suivirent la mort de Patrick, Jackie et John semblèrent plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils se téléphonaient plusieurs fois par jour, ils faisaient du bateau ensemble, ils s'enlaçaient en public. Elle entama sa convalescence à Yannisport. C'est 1 mois après la mort de leur fils qu'ils célébrèrent en mer leur 10e anniversaire de mariage. Elle offrit à John une médaille de Saint-Christophe qu'il portera avec lui à Dallas au moment de sa mort. Il avait placé celle que Jackie lui avait déjà offerte le jour de leur mariage à l'intérieur du cercueil de Patrick. D'un enfant qui perd ses parents, on dit qu'il est orphelin. Et pour une mère dont l'enfant meurt, curieusement, il n'existe pas de mot. Pour son malheur, et alors même que ces images pouvaient laisser croire à une quiétude retrouvée, elle n'aura pas longtemps à attendre pour obtenir un nouveau statut dans la langue du deuil, celui de veuve. John sera assassiné 3 mois seulement après la mort de Patrick.
Une dernière visite officielle à Washington. Elle redevient pour quelques heures la première dame. Mais le soir même, après avoir provoqué l'irritation de John en se coupant les cheveux, elle quitte la soirée de gala et part pour la Grèce. Pendant 2 semaines, elle allait naviguer sur le Christina, le palace flottant d'Aristote Onassis, que les États-Unis considéraient comme un pirate de grande envergure et dont la fortune augmentait d'année en année. Tandis qu'Onassis accueillait Jackie dans une débauche de luxe, la presse se déchaîna contre elle. Comme toujours, quand la rumeur enflait, John alla à la messe, faussement désinvolte. Mais la vérité n'en était que plus visible. Jackie avait abandonné John, et ses enfants, et la Maison Blanche, et les États-Unis. Déprimée, certes, mais bien consciente de ce qu'elle faisait en se compromettant sur le bateau d'un armateur grec qui était l'objet de plusieurs inculpations pour ses démêlés avec le fisc. Jackie suivait maintenant une autre logique que celle de John, que celle des intérêts supérieurs de l'État, et mettait ainsi en péril sa réélection. Onassis avait 23 ans de plus qu'elle. Il était difficile pour l'opinion publique de le trouver beau et désirable. Mais c'était justement parce qu'il ne pouvait être comparé à John qu'il plaisait à Jackie. Il la détachait du mythe des Kennedy. Alors même que John n'était pas encore mort, elle formula sur Onassis ce commentaire singulier. C'est une personne vivante. Après l'assassinat de John, Jackie fera preuve d'une fidélité absolue à la mémoire de son mari. Jusqu'à la fin de ses jours, elle veillera à ce qu'il ait sa place dans l'histoire, à ce qu'il ne soit pas livré aux historiens, à ce que la postérité ne retienne de lui que le meilleur. Mais dans le même temps, elle épousa Onassis avec la détermination qu'elle avait montrée quelques années plus tôt en partant naviguer avec lui. Ce mariage, dira-t-elle, m'a libérée de l'obsession insupportable que le monde nourrissait à mon égard. La campagne pour sa réélection approchait. John fit pression sur Jackie pour qu'elle ne le quitte plus. Il lui formula 2 demandes. Qu'elle intervienne auprès d'Onassis pour qu'il s'abstienne de venir aux États-Unis avant les élections de 1964 et qu'elle l'accompagne en novembre à Dallas. Sa dépression l'avait abandonnée. Jackie était transformée. Peut-être maintenant était-elle décidée à infléchir sa vie de première dame. John n'eut pas le temps, avant de mourir, d'en être informé.